11 000 tonnes de produits chimiques toxiques, stockés illégalement dans un immense entrepôt. Cela paraît impossible, mais lorsqu'il explose avec la force d'une bombe nucléaire, ce rappel montre que l'impensable peut être tout près. L'explosion apocalyptique devient virale du jour au lendemain et une question résonne à travers le monde entier. Comment cela a-t-il pu arriver ? La vérité expose un réseau de mensonges et de corruption si grave qu'il pousse le Parti communiste chinois à se retourner contre ses membres. Par une soirée d'été étouffante au port de Tianjin, les dockers travaillant à plein régime. Ce site immense est la porte économique de Pékin, avec des liens vers des géants de tous les secteurs. Ainsi, Tianjin était l'un des ports les plus fréquentés au monde, obligeant les manutentionnaires à travailler jour et nuit pour respecter des délais serrés. L'une des entreprises qui alimente ce commerce est Ruhai Logistique, qui possède une installation de la taille de 10 terrains de football. Ils ont obtenu le droit de transporter des marchandises dangereuses il y a seulement quelques mois. Ruhai manipule des produits chimiques dangereux depuis plus d'1 an, sans que ses employés soient formés à leur sécurité. Leur manque de connaissances fait que des produits chimiques inflammables sont empilés près des explosifs, et l'entreprise stocke des quantités bien supérieures à ce que la réglementation autorise. Malgré ces violations flagrantes, ils ont récemment passé une inspection d'État. Donc dans la nuit du 12 au coup, le personnel traite les cargaisons comme d'habitude. Mais alors qu'ils ajoutent aux piles interminables de conteneurs, ils n'ont aucune idée qu'une catastrophe est en train de se préparer. Dans la zone d'arrivée de Ruhai, 27 tonnes de coton-poudre sont stockées dans des conteneurs en acier en attente de traitement. Composé très inflammable, à conserver humide et au frais. Mais au lieu de cela, il a cuit sous un soleil de plomb pendant des jours. Après avoir atteint 150 degrés Fahrenheit, 65 degrés Celsius, un conteneur s'enflamme soudainement. Les ouvriers constatent l'incendie et appellent aussitôt les secours. S'attendant à un incendie ordinaire, 8 camions de pompiers se précipitent sur les lieux, mais les portes de l'entrepôt sont verrouillées à leur arrivée, et le personnel de Ruhai est introuvable. Frustrés, ils doivent regarder de l'extérieur tandis que le feu ravage d'autres conteneurs. En entrant sur le site, ils sont accueillis par d'épais panaches de fumée noire et une odeur nauséabonde. Une pile entière de conteneurs a pris feu. Alors que les pompiers avancent, le commandant commence à s'inquiéter. Son équipe est entourée de caisses en acier qui pourraient en s'enflammer à tout moment. Il demande alors au personnel de Ruhai ce qu'il y a dedans. Mais personne ne lui donne de réponse claire, ni même ne mentionne que l'entrepôt est rempli de produits chimiques dangereux. Pendant ce temps, les camions de pompiers essaient d'atteindre l'incendie, mais ils font face à une tâche presque impossible. Les routes de l'installation sont très étroites et encombrées par un dédale de conteneurs empilés étrangement. Après avoir échoué à dégager un passage, les pompiers changent de stratégie. À l'aide de canons à eau, ils commencent à refroidir les conteneurs voisins, espérant empêcher l'incendie de se propager. Mais la tentative est vaine. Malgré leurs efforts, les flammes gagnent en intensité et les intervenants craignent pour la résistance de leur équipement. Conscient du danger, le commandant ordonne la retraite à distance sûre et demande des renforts. Quand d'autres équipes interviennent, les pompiers font face à une réaction en chaîne incontrôlable. Les flammes passent d'un conteneur à l'autre, embrasant des produits chimiques volatiles et attisant l'incendie. En quelques instants, le feu atteint des liquides hautement inflammables qui explosent dans un éclair lumineux. Ensemble, les pompiers installent des lignes d'alimentation et arrosent de tout avec eau et mousse. Dès lors, ils n'ont d'autre choix que de protéger la zone locale. Mais les intervenants ne se rendent pas compte qu'ils créent une crise encore plus grave. Les produits chimiques qu'ils pulvérisent réagissent violemment avec l'eau, générant une accumulation dangereuse de gaz sous pression. Alors qu'ils vident leur réservoir, ils commencent à entendre des bruits de claquements inquiétants provenant des conteneurs fumants. Ignorant des signes avant-coureurs, ils luttent contre l'incendie jusqu'à ce qu'il se propage à la zone de stockage principale. Les substances les plus dangereuses sont stockées ici, et tout est englouti par un mur de chaleur brûlante à une vitesse terrifiante.
Voyant que des milliers de conteneurs sont en flammes, les pompiers élargissent la zone de sécurité pour inclure les bâtiments environnants et ordonnent une évacuation massive. Cependant, alors que les gens fuient vers la sécurité, la température à l'intérieur de l'entrepôt dépasse les 200 degrés. 800 tonnes d'engrais explosifs sont en train de se décomposer. Soudain, les pompiers ressentent devant une profonde secousse sous leurs pieds et une explosion massive secoue l'entrepôt principal, enregistré comme un séisme de magnitude 2,3. Elle projette des éclats d'acier en fusion dans toutes les directions alors que des centaines de conteneurs explosent en un instant. Les pompiers tuyaux les plus proches de l'explosion sont enveloppés dans un nuage de produits chimiques toxiques et l'entrepôt grince sur des fondations instables. Hagards et désorientés, certains cherchent une issue tandis que le bâtiment s'effondre. 30 secondes plus tard, une explosion encore plus puissante déchire le site. En un instant, une immense boule de feu éclate, teintant le ciel nocturne d'orange. La force de l'explosion vaporise les camions de pompiers et l'onde de choc traverse Tianjin, brisant des vitres jusqu'à 10 km à la ronde. Les sismologues enregistrent plus tard l'explosion comme un séisme de magnitude 2,9 avec une force maximale de 400 tonnes de trinitrotoluène équivalente à une petite bombe nucléaire. Dans le chaos qui s'ensuit, les secouristes s'empressent de trouver des survivants piégés, mais la ville est méconnaissable. Des quartiers entiers ont disparu. L'air est chargé de fumée et de cendres et des débris enflammés tombent tout autour d'eux. L'explosion incinère également des milliers de voitures nouvellement fabriquées. Leurs carcasses d'enflammes servent de combustible et enflamment tous les produits chimiques restant au-delà de la zone initiale de l'incendie. Les intervenants d'urgence reçoivent à peine d'informations. Ils ignorent quand ou l'explosion a débuté et le risque d'exposition à des substances mortelles. Malgré tout, les premiers intervenants tentent de maîtriser l'incendie et évacuent lentement des centaines de citoyens durant la nuit. Une énergie anxieuse plane sur Tianjin le lendemain matin. Des immeubles entiers ont été détruits et les gens craignent que le nombre de morts ne s'élève à des milliers. Leurs inquiétudes grandissent quand un groupe de soldats arrive pour fouiller le terrain vague en feu. Les ambulanciers constatent que des milliers de sans-abri souffrent de problèmes cutanés et respiratoires causés par des fumées toxiques. Leurs plaintes et lampes sont partagées par les secouristes, ce qui amène les services d'urgence à soupçonner que des produits chimiques sont impliqués dans l'explosion. Ayant besoin de connaissances spécialisées, une équipe de spécialistes de la guerre chimique arrive dans l'après-midi pour approfondir l'enquête. Leur découverte est très inquiétante. L'air autour du site contient plusieurs gaz nocifs, dont de l'ammoniac, du dioxyde de soufre et du phosgène, un ingrédient utilisé dans les armes chimiques. Cependant, les pires résultats proviennent de l'eau qui remplit le cratère de l'explosion. Elle contient plus de 8000 fois la quantité de cyanure autorisée pour l'eau potable. Les tests provoquant pas la panique, toute la zone paraît un piège mortel. En prenant conscience de l'ampleur de la contamination, les autorités scellent rapidement tous les égouts et canalisations pour empêcher l'écoulement de substances toxiques. Ils installent aussi des barrières autour du site pour protéger le public de ce qui pourrait rester dans les décombres. Et effectivement, les équipes chimiques découvrent rapidement 700 tonnes de cyanure dispersées dans la zone. Ils l'aspergent aussitôt d'une solution neutralisante. Mais avec de nombreux produits chimiques encore inconnus, leur tâche est immense. Alors qu'une crise environnementale se profile, le gouvernement chinois tente de minimiser les effets de l'explosion. Mais il n'y a nulle part où se cacher. L'explosion détruit tellement de marchandises qu'elle perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, attirant une tempête d'attention internationale. La pression croissante oblige les responsables à promettre une enquête publique. Et tout le monde pose une question pressante. Qu'est-ce que Ruhai stockait exactement dans l'entrepôt ? Le lendemain, Ruhai publie enfin un rapport d'inventaire. Mais cela ne fait que confirmer leur mauvaise gestion. La plupart des documents ont été détruits lors de l'explosion. Et la société n'a aucune sauvegarde pour compléter un registre complet. Les enquêteurs interrogent les cadres supérieurs de RUHI et exploitent les registres des douanes pour obtenir des réponses concrètes.
Selon eux, au moins 3500 tonnes de produits chimiques sont stockés sur le site. Mais ce chiffre pourrait atteindre un total de 11 300 tonnes. La révélation indigne des milliers de déplacés découvrant des détails troublants lors d'une conférence de presse gouvernementale. Au cours de la réunion, les habitants apprennent qu'au moins 40 décès officiels ont été confirmés. Cependant, les habitants n'ont pas été informés du stockage de produits chimiques volatiles à proximité. Pire encore, les explications qu'ils reçoivent sont vagues et offrent peu de réconfort. La frustration monte et les journalistes pressent les responsables pour des réponses. Les autorités interrompent soudain la réunion et coupent sa diffusion en direct. Sans surprise, leur attitude désinvolte suscite des rumeurs de corruption en ligne et des discussions sur l'explosion font le buzz sur les plateformes de médias sociaux chinoises. Faute d'informations fiables de l'État, les journalistes enquêtent directement sur la catastrophe. Quelques jours après, ils révèlent un détail troublant. Un policier révèle, lors d'un reportage en infiltration, que les autorités déplacent discrètement des corps après l'explosion et transmettent de faux bilans aux médias chinois. Lorsque la nouvelle éclate, la crédibilité du gouvernement s'effondre en un instant. Sur la piste d'un possible camouflage, les journalistes creusent davantage. Mais ils se heurtent aussitôt à un mur. Le site de Ruhai a mystérieusement fermé. Ces registres d'enregistrement ne sont pas accessibles et les bases de données publiques disparaissent soudainement. On dirait que quelqu'un tente d'effacer son existence. Puis une autre révélation tombe. L'installation Ruhai a été construite illégalement. Elle était à seulement 500 mètres des habitations, écoles et d'une crèche. La moitié de la distance légale. Pourtant, l'État a approuvé sa construction et a permis son ouverture en 2012. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'histoire de Ruhai finit par devenir publique, ce qui permet aux médias de révéler une vérité choquante. L'entreprise n'a jamais eu de licence pour stocker des produits chimiques. Un an avant les explosions, l'entreprise a reçu une autorisation temporaire pour déplacer des produits chimiques dans le port, à condition de ne pas les stocker. Mais elle a immédiatement violé cet accord et a stocké des produits chimiques dans ses propres installations. Ruhai a aggravé la situation en continuant après l'expiration de sa licence de manipulation de produits chimiques. Les responsables savaient que Ruhai stockait illégalement des produits chimiques lorsqu'ils ont validé son inspection avant la catastrophe. Pour les propriétaires déplacés, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà en colère, ils descendent dans la rue, exigeant que l'État rachète leurs propriétés détruites. Mais les responsables refusent, affirmant que les habitants ont approuvé le site lors d'une enquête communautaire. C'est un mensonge flagrant et les gens craignent de ne jamais obtenir justice. Alors que leur colère atteint son paroxysme, Greenpeace renverse la situation en publiant un rapport sur l'explosion. D'après eux, au moins 2 autres entrepôts à Tianjin stockent des produits chimiques, situés encore plus près des zones résidentielles que celui de Ruhai. Mais la partie la plus accablante du rapport concerne les propriétaires du site. Les 2 sociétés sont liées à Sinochem Corporation, un important gestionnaire chimique du Parti communiste chinois. Prendre ces liens avec Sinochem au pied de la lettre montre seulement le mépris du gouvernement pour les codes du bâtiment, mais cela devient crucial lorsque les médias découvrent un homme nommé Xi Fang. Responsable de Ruhai lors de l'explosion, il a contribué aux décisions menant à la catastrophe. Les enquêteurs découvrent plus tard ses liens avec des hauts responsables du Parti communiste chinois ayant notamment travaillé pour Sinochem. Yan Fang, il s'avère que les propriétaires de l'entreprise ont aussi des liens avec de hauts membres du gouvernement. Il est difficile de savoir qui possède réellement l'entreprise, mais 2 hommes se distinguent comme principaux bénéficiaires, Don Sejuan et Yu Shui. Don est le fils du chef de la sécurité du port de Tianjin et a accès à des centaines d'employés du port et des douanes. Grâce à ces contacts, les dirigeants de Ruhai ont soudoyé des fonctionnaires, permettant le stockage illégal de 49 000 tonnes de produits chimiques. Par avidité, presque toutes les règles sur la manipulation des produits chimiques ont été ignorées, certains employés ignorant même leur stockage par l'entreprise. C'est un miracle que l'entrepôt n'ait pas explosé. Lorsque les résultats de l'enquête sont révélés, le président Xi Jinping réagit de manière décisive. Sur une période de 4 semaines, des flots de responsables sont condamnés pour la moindre implication dans le scandale.
Le plus en vue d'entre eux est Yu Jui, président de Ruhai Logistique. Il reçoit une peine de mort avec sursis pour avoir versé des millions de dollars en pots de vin. La plupart pensent que le gouvernement veut cette redorer son image, mais les critiques disent donc qu'il cherche juste à sauver la face, ce que confirment les développements ultérieurs. Ruhai a définitivement fermé après l'arrestation, causant des dégâts estimés à 6 milliards de dollars. Cela fait de l'explosion l'une des plus coûteuses de l'histoire moderne, mais malgré la fermeture de l'entreprise et les condamnations pénales, beaucoup restent en colère après la catastrophe. Après une bataille tendue, le Parti communiste chinois annonce finalement qu'il rachètera les biens détruits à un prix supérieur au marché. Cependant, des retards de paiement et la hausse des prix de l'immobilier ont pénalisé de nombreuses personnes. Sans surprise, le gouvernement n'a absolument pas évalué sa réponse à la catastrophe. À la place, il a utilisé son porte-parole officiel, le journal Le Quotidien du Peuple, pour louer les efforts courageux des sauveteurs et censurer fortement les détracteurs du Parti communiste chinois. La police a empêché les journalistes de couvrir l'incident et des milliers de comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés pour avoir diffusé ces informations. Nombreux sont ceux qui croient encore que le gouvernement cache quelque chose. Et à ce sujet, il n'est pas clair combien de produits chimiques déversés ont été nettoyés. D'après les rapports officiels, la zone est actuellement exempte de contamination. Cependant, le nettoyage aurait fini par s'arrêter. Les militants écologistes affirment que très peu de mises à jour ont été faites sur les efforts de décontamination et que les entreprises impliquées n'ont pas répondu aux emails ni aux appels téléphoniques. Quoi qu'il en soit, le site de Ruhai est maintenant un parc écologique et avec un gouvernement secret au pouvoir, il est probable que nous ne saurons jamais à quel point le site est vraiment sûr. En raison de l'attitude désinvolte envers la sécurité, les citoyens chinois sont aujourd'hui exposés à un risque encore plus grand qu'en 2015. Il est donc possible que nous assistions à une répétition des explosions qui ont blessé 798 personnes et coûté la vie à 173 personnes, un bilan qui fait encore débat.